Merci de nous rejoindre sur Média 1. Bienvenue dans votre émission Talk Afrique. Après avoir vécu pendant une période bien déterminée à l'étranger, certains Africains décident de rentrer dans leur pays d'origine. D'autres migrants préfèrent s'installer dans un autre pays africain plutôt que le sien. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, le monde compte 1 milliard de personnes déplacées, dont 250 millions de migrants internationaux et 760 millions de migrants internes. Cependant, certains pays comme le Sénégal et le Maroc, avec l'appui de l'OIM, s'organisent pour faciliter la réintégration des migrants à leur retour. Quelle politique de réintégration des volontaires de retour que les dirigeants africains devraient mettre en place? Quelle stratégie pour lutter contre les dangers de la migration irrégulière? Des éclairages dans cette émission avec nos deux invités déjà sur ce plateau. Il s'agit de Serine Baké Silla, facilitateur OIM Zone Nord. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également, William Bouguer, vous êtes le point focal du projet Migrants as Messenger au Sénégal. Merci d'être avec nous. Merci également à vous. Quelques pays en Afrique sont caractérisés comme des territoires de destination pour les populations africaines. Le Sénégal, je vais en citer quelques pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Monsieur Baké Silla, et des fois des migrants décident de rentrer volontairement au bercail. Quelle appréciation faites-vous de cette migration, de cette volonté? Souvent, ces retours sont motivés souvent par la précarité, la vulnérabilité, mais aussi le désespoir. Parce que souvent, on leur disait qu'une fois en Europe, vous allez avoir du travail, de l'argent, alors que c'est tout à fait le contraire. Alors là, quelques jours dans les îles, les migrants décident de retourner parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils ne sont plus à l'aise, ils sont vulnérables, il y a les maladies et tout ça, donc ils décident de retourner. Et là, l'OIM les aide à un retour volontaire. Et puisqu'on parle de fuite de cerveau, vous pensez que c'est déjà une bonne idée, ces personnes qui décident de rentrer, justement? Effectivement, parce que souvent on dit que nous, ce sont les pays africains qui payent les pots cassés, hein, parce qu'on forme notre jeunesse pendant des années. L'État met en place des politiques, finance l'éducation, et quelques années après, cette jeunesse part pour tenter la migration irrégulière, ce qui est déplorable pour les pays africains. Et selon l'OIM, en 2019, 21 millions d'Africains vivaient dans un autre pays africain. Et quels sont les facteurs qui expliquent cette migration, Monsieur Bouguer? Les facteurs de la migration irrégulière sont nombreux, sont vraiment nombreux, et ça dépend vraiment des régions. Il y a principalement la précarité de vie, donc la pauvreté, le manque d'accès aux ressources, le manque d'accès aux formations professionnelles ou techniques. Souvent, c'est un peu plus compliqué que ça rentre dans des aspects assez factuels ou techniques. Je vais donner l'exemple, par exemple, de la dernière sensibilisation qu'on faisait sur le terrain en début 2021. La principale cause qu'on décelait du départ des jeunes sénégalais, c'était que les passeurs les attirent en leur donnant de fausses informations, comme par exemple que le Covid est en train de tuer beaucoup de gens en Europe et donc de libérer beaucoup de postes. Et donc du coup, ils vendent du rêve comme ça aux jeunes qui n'ont plus le choix que de partir parce que déjà, ils ont décidé d'abandonner leur pays justement à cause de leur situation factuelle. Donc souvent, il y a des raisons comme ça, mais retenez que les raisons sont multiples. On ne peut pas réduire ces raisons-là à un seul facteur. Vous avez parlé des passeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous un peu. On entend parler des passeurs. D'accord. Donc les passeurs, en fait, les passeurs sont aussi appelés... c'est eux qui embarquent les jeunes pour des destinations lointaines. Donc par exemple, si un jeune a décidé de partir parce qu'il ne se sent plus bien au Sénégal et qu'il va tomber un jour par exemple sur un passeur qui va lui dire « Écoute, moi j'ai une place pour toi
je te garantis de t'amener là-bas, tu vas arriver, tu vas réussir parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de travail, etc. Les passeurs, c'est ça leur rôle parce que c'est un peu un business, comme on dit. C'est un peu aussi une affaire pour eux. Et donc, c'est comme ça qu'ils embarquent les jeunes et ils les emmènent dans des destinations souvent vers la Libye ou vers l'Espagne, etc. Et parmi ces personnes, il y a également des femmes, des filles. Oui. Elles migrent en tant que chef de famille, elles migrent seules en tant que chef de famille, oui. Selon l'OIM. Oui. Selon vous, qu'est-ce qu'il explique les femmes qui prennent autant de risques? Non, les femmes, comme toutes les autres composantes de la société, sont aussi souvent vulnérables. Par exemple, quand moi j'ai eu beaucoup de cas de migrants qui sont partis à cause d'un mariage forcé, beaucoup de gens qui sont partis à cause d'une situation défavorable dans leur famille. Vous savez qu'en Afrique, souvent, il y a la culture, il y a les traditions, souvent qui ne vont plus aux nouvelles générations. Souvent, ils partent pour fuir ces traditions, ces cultures, cette mentalité-là. Il y a le rejet aussi des femmes à un moment parce que quand on est femme en Afrique, ou en tout cas dans certaines régions d'Afrique, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, il y a des études qu'on n'a pas le droit de poursuivre, etc. Donc, tout dépend des cas, mais au niveau des femmes, il y a vraiment un problème à ce niveau. Et même au retour, les femmes au retour, souvent, dans les régions comme Kolda, par exemple, c'est très compliqué de s'exprimer. Au sud du Sénégal, c'est très compliqué de s'exprimer, de dire vraiment que j'ai été en migration irrégulière, j'ai été dans un autre pays, je suis revenu. Parce qu'il y a beaucoup d'appréhension. On a eu des rapports qui nous disaient qu'on stigmatisait les femmes qui reviennent parce que pour eux, quand tu pars, d'abord il faut de l'argent pour partir et pour trouver cet argent-là, tu te vends. Par exemple, on accuse la personne de se vendre ou de pratiquer la prostitution. Donc il y a beaucoup, comment dirais-je, de préjugés par rapport aux femmes qui font donc des causes de la migration, mais aussi par rapport aux conséquences. Et Monsieur Makessila, tout à l'heure, vous avez parlé des politiques, il faut mettre en place des politiques pour y remédier. Justement, on voit qu'il y a la mobilisation des migrants qui reviennent en Afrique de façon volontaire. Mais quelle politique faut-il mettre en place, justement? Les dirigeants africains devaient prendre des initiatives. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Malheureusement, en Afrique, il n'y a pas de politique migratoire. Et je pense que les États doivent prendre leurs responsabilités et mettre en place des politiques migratoires dignes. C'est-à-dire qu'il faudra une gestion concertée entre ces pays. L'État, les ONG et même les migrants de retour doivent s'asseoir devant une table et mettre en place des politiques. Parce que là, de temps en temps, comme tantôt l'a dit Bouguer, on note la juvénilisation et la féminisation de la migration. Et cela est dû au fait à un manque, un taux de chômage très élevé et l'inégale répartition des ressources entre les citoyens. Donc là, je me dis que les citoyens, l'État et les États africains doivent prendre leurs responsabilités et mettre en place des politiques migratoires. Également, la société civile doit également jouer son rôle. Surtout. Comment ça doit se passer? Parce que ça, selon vous, bien entendu. Bon, je me dis que la question de la migration, ça concerne tout le monde. Et toute personne a le droit de circuler librement, mais aussi de façon régulière aussi. Donc la société civile doit apporter en quelque sorte sa contribution. Essayer de discuter avec les communautés, les États et les autorités aussi. D'accord. Alors, vous voulez rajouter, vous voulez réagir? On dit que le premier responsable de soi-même, c'est soi-même. Donc, logiquement, je pense que les populations aussi, les communautés doivent s'organiser pour essayer de mettre fin à ce phénomène ou au moins de le ralentir. Parce que, comme on l'a dit, quand les gens partent, c'est un problème plus de société. Donc, c'est qu'on ne se sent pas bien dans sa communauté et donc la communauté peut avoir son rôle aussi à dire, son rôle à jouer et son mot à dire justement pour que les choses essayent de changer favorablement. Alors toujours avec vous, Monsieur Bouguer, pour ce qui est du projet Migrants as Messenger, c'est-à-dire migrants comme messagers, dont vous êtes le point focal au Sénégal, à quoi consiste ce projet MAM, acronyme de Migrants as Messenger? D'accord. Donc Migrants as Messenger en français, pour ceux qui ne savent pas, c'est migrants comme messagers. Et donc, comme son nom l'indique, c'est des migrants de retour qu'on essaye de recruter et former pour être des agents de sensibilisation, en quelque sorte, si je veux résumer. Mais le principal travail de ces volontaires-là, qui sont migrants de retour, c'est de trouver d'autres migrants de retour comme eux,
d'essayer de recueillir des témoignages de ces migrants de retour-là. Donc on appelle ça des récits authentiques parce que c'est des histoires vraiment vécues. Et avec ces histoires-là, on essaye de faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais aussi sur le terrain. Donc sur le terrain, par exemple, on fait des projections de ces genres de témoignages-là. Dans les médias, on met des vidéos de témoignages de migrants de retour presque chaque semaine sur nos réseaux sociaux. Et on essaye aussi d'apporter un élan à tous ces jeunes-là qui veulent s'engager pour réduire ce phénomène de la migration irrégulière. Donc le projet Migrants comme messager est déroulé depuis quelques années déjà ici. Et donc la principale mission, c'est d'informer les jeunes sur les risques et dangers de la migration irrégulière, justement par ces témoignages-là de migrants de retour. Et les migrants de retour ne sont pas volontaires automatiquement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Exactement. Donc le terme volontaire signifie bénévole en quelque sorte. Oui. Donc quand tu es bénévole pour un organisme ou pour un projet, tu essayes d'exécuter la mission de ce projet ou de cet organisme. C'est la même chose. Donc les migrants de retour, ils passent d'abord par la réintégration avec mon collègue Sila. Ils passent par la réintégration. Ensuite, on sélectionne, nous, des migrants de retour parmi ces gens qui ont été réintégrés pour être des volontaires. Donc, avant d'être volontaire du projet Migrants comme messager, on fait des formations. Donc, sur comment recueillir les témoignages, donc la création de contenu digital, par exemple, ou bien la manière de communiquer, de sensibiliser, de raconter son histoire pour que les gens sachent que c'est authentique, par exemple. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde de communiquer ou de savoir communiquer un message. Donc, ils ont besoin de cette formation-là qu'on leur donne, en plus de tous les outils dont ils ont besoin, donc le matériel, le financement, etc., pour qu'ils puissent aller vers la population et passer le message. Alors, on va parler du Sénégal. Le pays a mis en place des stratégies pour faciliter la réintégration des migrants de retour. Je me tourne vers vous, Monsieur Serine Mbacké Sylla. En tant que facilitateur OIM Zone Nord, quelle action menez-vous dans le sens de la réintégration des migrants de retour? Bon, là, en tant que facilitateur, mon rôle est de former et d'accompagner les migrants de retour. Alors, une fois de retour au Sénégal, on essaie de les convoquer lors des sessions d'écoute. On organise souvent des sessions d'écoute et de parole. Une vingtaine de migrants, on les convoque. Et durant ces sessions, on essaie de parler en quelque sorte des expériences migratoires de ces migrants. À partir de ce moment, on essaie de les capaciter en entrepreneuriat, en développement personnel, mais aussi en appui psychosocial. Et à l'issue de ces sessions, on va accompagner ces migrants pour la mise en place de leur projet de réintégration. Mais il faudra noter que la réintégration ne concerne pas seulement la mise en place de petites entreprises. La réintégration peut passer par la formation, par l'éducation, par un appui médical ou bien même la mise en place d'une petite entreprise. Est-ce que vous collaborez avec des structures privées qui peuvent accompagner ces migrants? Certainement, quand ils reviennent, ils ont des projets. Effectivement. Bon, à l'instant même, on est en collaboration avec 77 structures, étatiques comme non étatiques. Et avec ces structures, on essaie d'orienter les migrants. C'est-à-dire, après la mise en place de la réintégration, on ne va pas laisser les migrants comme ça. On va faire un suivi. Et à partir de ce suivi, on verra que ce migrant, par exemple, a besoin encore d'une formation, par exemple, en tel ou tel. On essaie de les référer à une structure, certaines à l'ONFP, 3FPT, etc. C'est quoi exactement? Ce sont des structures étatiques? Étatiques, oui. Qui forment des migrants par rapport à l'entrepreneuriat, éducation financière, etc. etc. D'accord. Et avec le projet MAM toujours, vous êtes dans la sensibilisation, je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, contre les dangers de la migration irrégulière, et vous partagez aussi la bonne information sur une migration sécurisée. Est-ce que vous prenez en compte le volet réinsertion professionnelle? Je crois que tout à l'heure vous l'avez abordé. Comment ça se passe? Est-ce qu'en dehors des structures étatiques, il y a également le secteur privé qui n'a rien à voir avec l'État? Oui, très clairement, parce que en fait, tous les moyens sont bons pour essayer d'aider ces migrants-là à se réintégrer dans la société. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes, que ce soit des ONG, que ce soit des associations, il y en a beaucoup qui aident, qui accompagnent pour le retour volontaire et surtout pour la réintégration dans la société. Donc nous, en termes de notre projet, on fait de la sensibilisation, mais on essaye aussi de donner des formations.
Par exemple, nous, on fait plusieurs choses. Par exemple, on fait de la formation des journalistes. On en a fait il y a une semaine. Ça, c'est pour montrer aux journalistes, essayer de leur faire comprendre la bonne manière de traiter l'information sur la migration. Parce que les médias peuvent devenir aussi des facteurs, des causes de migration quand on vend un rêve, par exemple, à ceux qui regardent sans savoir comment le traiter. Souvent, ça peut être dangereux et mal perçu par le migrant, en tout cas mal interprété. Donc, on fait des formations de journalistes, on fait des formations de jeunes. Par exemple, on en a fait sur la création de contenu digital pour nos volontaires dans le Sénégal et aussi quelques jeunes qu'on avait rencontrés. Il y a des associations de migrants avec qui on s'associe pour faire des formations aussi à un plus grand niveau. Donc, beaucoup d'entreprises sont présentes, il en a cité quelques-unes. Nous aussi, on essaye de faire notre part avec des agents privés aussi, par exemple des formateurs privés qu'on a eu à prendre dans le passé aussi. Mais tous les moyens sont pris, sont mis en œuvre pour essayer de réintégrer ces migrants dans les meilleures conditions possibles. Et justement, je vous entends parler, je vois que c'est tout un programme. Quels sont les résultats que vous avez obtenus justement? Donc ce projet en fait est à la deuxième phase. La première phase c'était environ 2 ans, donc 2017-2018. On a enchaîné avec une deuxième phase de 3 ans, donc 2019 en 2022, se termine en 2022. Les résultats lors de la première phase étaient très positifs, avec une vingtaine de migrants sélectionnés comme volontaires au Sénégal, avec une quarantaine d'activités qui ont été menées aussi pour la première phase. Et là, la deuxième phase se termine en septembre 2022. On a plus de 56 volontaires dans tout le Sénégal, dans la région de Kolda, dans la région de Tambacounda, de Thiès, de Dakar. Donc on a un peu sillonné le Sénégal. Et en termes d'activités, on a déjà fait près d'une centaine d'activités ici au Sénégal aussi. Donc les activités sont à la fois de terrain, donc de la sensibilisation par plusieurs moyens, par exemple du théâtre, on en fait beaucoup. Le théâtre, ça parle aux jeunes, ça parle aussi à la communauté. On a fait de la chanson, la sensibilisation par la chanson. On a fait ce qu'on appelle les causeries, sous l'arbre à palabres, avec la communauté, les femmes, les hommes, les vieux et les jeunes. Donc énormément d'activités qu'on a menées au Sénégal déjà et qu'on continuera à mener jusqu'à la fin du projet. Justement, on va parler de l'OIM. Okay. On a commencé, bien entendu. Cette organisation nous permet d'avoir plus ample d'informations. Monsieur Mbaké Sylla, l'OIM collabore avec plusieurs pays africains, notamment le Sénégal. Et l'organisation a mis sur pied une petite ferme avicole. 7 migrants y travaillent. Ça leur permet d'apprendre tout ce qui est métier de l'aviculture. Que pensez-vous de telles initiatives? Est-ce un début de solution? C'est juste un début de solution. Et je vais prendre un exemple d'un migrant par rapport à cette ferme. Un migrant du nom de Khalifa Malick Sarr. La fois passée, même le ministère, le secrétaire d'État belge chargé de la migration et de l'asile était au Sénégal. On est allé là-bas pour visiter le projet du migrant. Il avait mis en place un projet d'aviculture. Alors aujourd'hui, son projet s'est tellement développé qu'il a mis en place d'autres projets. Par exemple, actuellement, il compte plus de 5000 sujets et il produit plusieurs quantités. Alors là, c'est juste pour vous dire que ça, c'est un début de solution et je pense que si on essaie de pérenniser ces projets, cela peut aider les jeunes à rester au Sénégal et gagner leur vie ici. Est-ce que vous pensez que d'autres pays africains devraient également faire de même, peut-être plus, hein? Effectivement. Je pense que les pays, comme je l'ai dit tantôt, les pays africains doivent se concerter et mettre en place des politiques. Et à travers peut-être cette concertation, ils peuvent en quelque sorte copier, par exemple, l'exemple du Sénégal. D'accord. Donc le Sénégal est un bon élève. Effectivement, on peut dire que c'est un bon élève parce que là, au début, nous, notre objectif c'était d'aider à réintégrer 4500 migrants. Aujourd'hui, on a réintégré plus de 4700 migrants. Et parmi ces 4700 migrants, 83% sont des projets individuels et 12% des projets collectifs mis en place par plus de 500 migrants et 1% des projets communautaires. On va parler de la gestion de sécurité. Nous savons que tous ces pays frontaliers sont concernés concernant justement ce qui se passe aux frontières. Ces migrants font face à des actes ignobles. Et quelle stratégie pour lutter contre les dangers de la migration irrégulière? D'accord. Donc les stratégies sont multiformes.
Je pense qu'il faut d'abord travailler le mal à sa source. Et la source, ça veut dire les causes de la migration. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là partent? On a cité la pauvreté, on a cité les problèmes sanitaires, les problèmes de sécurité. Si je prends l'exemple du Sahel, par exemple, beaucoup de gens partent parce qu'il y a l'insécurité. Dans un pays où la maladie frappe, c'est très dur pour un jeune d'entrevoir un espoir. Donc je pense que les gouvernements doivent travailler, en premier les gouvernements, mais aussi, comme il l'a dit, toutes les composantes de la société, les ONG, les organisations, la société civile. Tout le monde doit se mettre ensemble pour trouver des alternatives ou bien essayer au moins d'améliorer les conditions de vie, surtout des jeunes, parce que les jeunes sont, on va dire, 80% de ceux qui partent aujourd'hui pour chercher un avenir meilleur. Donc selon l'OIM, si j'ai bonne mémoire, 33 000 migrants étaient bloqués aux frontières. Oui, et c'est des situations qui arrivent tout le temps. C'est des situations qui arrivent tout le temps parce que quand tu es jeune et que tu n'as plus d'espoir ici et que tu pars sans même savoir ce qu'il t'attend, logiquement, après, il y a beaucoup de surprises désagréables. Donc nous, le projet Migrants comme messagers, on travaille justement à donner la bonne information. Au moins, quand tu as l'information des risques et dangers que tu encours en partant de manière irrégulière, ça te permet d'avoir un meilleur discernement. Et c'est ce que nous, on essaye d'éveiller chez les jeunes. Donc pour résumer, je pense que les gouvernements doivent mettre en place des politiques beaucoup plus favorables à l'épanouissement des jeunes dans nos pays d'Afrique, parce qu'on a besoin de nos jeunes aussi. Et chez nous aussi, ils pourraient faire de belles choses et pas seulement ailleurs. Et le retour au pays des migrants ne paraît pas facile, hein. Est-ce que vous pensez que la famille ou bien les familles devraient avoir une certaine attitude pour faciliter justement le retour de ces migrants? Effectivement, je pense que le retour est très difficile. Parce que retourner, une fois que tu quittes ta famille pour dire que je vais aller à l'Europe pour travailler, quelques jours après tu retournes, c'est compliqué. Il y a la stigmatisation, il y a le rejet et tout ça. Donc je pense que les communautés d'origine et les familles peuvent jouer un rôle très important par rapport au retour des migrants. La fois passée, j'ai eu un migrant, il m'a dit que j'ai passé 6 mois après mon retour dans ma chambre. Je parlais avec personne. C'est après que je l'ai convoqué à une session d'écoute qu'il a commencé à interagir avec les gens. Parce qu'au début, il était enfermé chaque jour. Les gens le disaient, bon, lui, il est fou. Hein? Mais une fois dans les sessions d'écoute, après 5 jours, il a commencé à interagir avec les gens. Il a commencé à avoir goût à la vie. Donc, je pense que les familles d'origine doivent aider ces migrants et ils peuvent jouer un rôle vraiment important par rapport à ces retours volontaires. Mais quelles sont les raisons qui expliquent un peu le retour des migrants? Ces raisons sont-elles professionnelles, personnelles, familiales ou patriotiques? Mais ces raisons sont purement économiques. Les migrants partent pour avoir un travail, par exemple, ou de meilleures conditions de vie. Mais une fois là-bas, ils ne peuvent pas avoir de travail, ils sont dans la précarité et tout ça. Ils sont obligés de retourner. Donc souvent, ces retours sont purement économiques. Tu discutes avec les migrants, ils te disent « si j'avais telle ou telle chose en Europe, je ne vais pas rentrer. Mais je n'avais pas le choix, j'étais obligé de retourner. » Mais c'est des personnes qui mobilisent des ressources financières. Si. C'est ça. Effectivement. C'est ça, pour ajouter quelque chose, je dirais que la migration, il faut bien comprendre, la migration, elle est diverse, hein. Elle n'est pas seulement irrégulière aussi. Il y a de la migration régulière, d'ailleurs l'OIM encourage la migration régulière. Donc il y a des migrants réguliers qui partent de manière régulière, qui ont un travail, qui réussissent et qui reviennent au pays construire, participer à la construction du pays. Donc ça aussi, ça existe. Mais la majorité de ceux qui reviennent de manière volontaire, comme il l'a dit, sont vraiment, dans la majorité, c'est vraiment purement économique. C'est vraiment purement économique. Et la réinsertion de ces migrants demande aussi le respect de leurs droits. Comment veiller au respect de ces droits? Non, on essaye toujours de faire attention à cet aspect parce que c'est essentiel, surtout pour eux. Il y a beaucoup de migrants qui ne veulent pas être affichés au début. Par exemple, nous, on ne va pas vers tout le monde. Par exemple, quand on va vers les migrants pour les sélectionner, pour être des volontaires, en tant que volontaire, c'est sûr que tu auras à parler devant une communauté parce qu'il faut sensibiliser. C'est bien la raison pour laquelle on prend des volontaires. Donc, tout le monde ne peut pas jouer ce rôle-là. Il y a des gens, par exemple, qui sont encore un peu trop renfermés avec ce qu'ils ont vécu, qui est souvent très, très difficile. Des gens qui sont bien renfermés, d'autres qui ne veulent pas du tout s'afficher parce qu'ils ont peur des représailles aussi. Donc, par exemple, les droits à l'image, donc, comme je viens de le dire, sont vraiment pris en compte.
Ensuite aussi, on parle de tout ce qui est droit à un logement, droit à la liberté, droit à pouvoir pratiquer un métier, etc. C'est tout ça qu'on essaye de leur donner par la réintégration. Parce que comme il a dit, la réintégration n'est pas seulement économique, on va dire. La réintégration c'est aussi de l'accompagnement, du soutien psychologique, etc. Donc pour mettre les migrants dans les meilleures conditions possibles. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. À l'instant, Monsieur William Bouguer, vous êtes le point focal du projet Migrants as Messenger au Sénégal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. Également, Monsieur Cyril Mbaké Silla, vous êtes facilitateur OIM Zone Nord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt sur Média et prenez soin de vous.